suis Panos Mantiaras, directeur de la Fondation Braillard Architecte à Genève, et je suis aujourd'hui rejoint par mes collègues Kim Ramsayer et Hélène Galaison qui vont s'occuper de la technique. Nous avons donc consacré cette 1h30 qui va suivre à des sujets qui nous seront présentés par Kimberly Nguyen et Paul Wang, qui sont deux jeunes architectes récemment diplômés de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, sur des questions relatives à la transition écologique par les projets, et notamment sur des questions de l'abri d'urgence qui d'une manière ou d'une autre nous ont intéressés. Pour Paul, sur des cas des Alpes, un projet qu'il appelait Vicarius, donc un vieux bâtiment qu'il a imaginé réutilisé par des personnes en détresse, en vadrouille, en déplacement, donc en besoin urgent d'abri, d'une part, et d'autre part, Kim Nguyen, qui, elle, s'en occupait plutôt des cas japonais des personnes déplacées suite à ce tsunami, suite aussi au problème de Fukushima. Donc, ce sont deux questions qui sont aujourd'hui évidemment plus qu'actuelles. Vous êtes évidemment, ce n'est même pas la peine de venir à la question de la guerre, ou peut-être c'est la peine parce que justement, d'une manière un peu décalée, nous allons toucher à ces questions fondamentales du déplacement des personnes en détresse qui aujourd'hui sont plus que 60 millions, 65 millions je crois dans le monde. Donc si on considère que nous sommes à peu près 7 milliards et demi, c'est presque une personne sur 15 dans le monde aujourd'hui qui est en déplacement et en besoin urgent d'abri. Donc ces questions nous touchent directement aujourd'hui, évidemment, avec le déplacement des personnes, des populations chassées par la guerre, évidemment avec une autre urgence, avec une autre gravité, ou en tout cas, non, peut-être pas une autre gravité, la même gravité, sauf que c'est plus proche de nous, plus présent, plus actuel, mais ça nous rappelle effectivement que cette actualité, elle est partout, elle est omniprésente dans le monde. Et nous allons donc rapidement passer la parole à la première présentation. Donc, ces deux présentations seront par la suite discutées par un cher ami et collègue qui s'appelle Cyril Anap, qui est ici avec nous aujourd'hui. Cyril Anap est un architecte et ingénieur, enseignant chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Il a, à travers son travail de chercheur, de pédagogue et de praticien, abordé la question de l'accueil de villes pour les réfugiés et aussi sur la question des risques liés à l'architecture et à la relation anthropologique qui fait que l'architecture fait un lien entre les habitants et l'environnement bâti. Ces terrains de travail ont été les jungles de Calais et la Grand-Sainte, d'une part, et le bidonville et le squat de Marseille et du Grand Paris. Et actuellement, il travaille sur l'île de Mayotte, qui est un département français en difficulté situé entre le Mozambique et Madagascar. Voilà. Cyril va trouver le bon point d'entrée à ces deux présentations. Nous allons donc donner la parole pour 20 minutes chacun à nos deux jeunes collègues, puis Cyril va discuter avec eux pour encore 20 minutes, et puis finalement, on va ouvrir la discussion à l'Assemblée, que nous espérons aujourd'hui présente et intéressée. Et nous allons d'ailleurs vous demander, pendant la discussion, d'allumer vos écrans, parce que justement, la question est, je pense que vous l'avez compris, on le répète à chaque fois, je pense que tout le monde ne le comprend pas, mais nous ne sommes pas une télé, nous sommes un groupe de personnes intéressées par les mêmes questions et nous discutons activement. Donc, la présence visuelle de chacun de nous est plus qu'appréciée. Voilà. Je passe donc la parole directement à Paul Wang. Paul, la parole est à toi. Tu peux partager ton écran. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de diplôme qui m'a occupé pendant toute l'année dernière. Je me suis intéressé à la question de l'avenir des stations de ski industrielles
dans les Alpes françaises. Elles sont vouées au déclin et pour bon nombre d'entre eux à une mort certaine au cours de notre siècle. Et pour comprendre pourquoi j'arrive à cette conclusion, il faut retourner dans les conditions de leur création. La question est alors, que faire des ruines futures des stations de ski? Y a-t-il encore une place pour l'humain dans ce futur paysage de ruines? Mon cas d'étude se trouve à Avoria, dans le Chablais haut-savoyard, dans une vallée à l'histoire longue de plus d'un millénaire, composée de seigneuries aux abbayes. C'est un endroit qui s'est peuplé par le pastoralisme pour les bêtes, pour l'exploitation agricole des alpages. Cette occupation était principalement nomade au fur et à mesure des saisons, des cycles de l'herbe, l'altitude des occupations changeait. Avec l'arrivée de la société industrielle, les montagnes sont passées d'un sujet de crainte à un objet de convoitise et même de fascination. On a commencé à remplacer le travail manuel par des crues, faisant parfois construire aux villageois, aux montagnards, leur propre cercueil. Cela marque du coup l'abandon d'une économie qui était obsolète à la sortie de la guerre, et c'est une forme de progrès par substitution, où les stations de ski sont bâties sur les ruines de l'économie agricole d'avant. J'illustre ça avec la construction du barrage de Tignes, qui a donc englouti ce village de Tignes, et qui a mené à la création de la station de ski 500 mètres plus haut à ce moment-là. Avoria, c'est le récit d'un fleuron industriel. Il peut sembler être le résultat d'un rêve d'architecte fou, mais en réalité, c'est une structure extrêmement exigeante qui a profité d'un instant dans les années 60 où toutes les conditions économiques, techniques et politiques étaient réunies. Et donc, l'architecte Jacques Lavrault, sous l'impulsion d'un promoteur ambitieux, imagine une architecture aux allures de rochers de bois qui cherche à s'éloigner du rationalisme des tours et des bars. Mais derrière cette identité populaire, Avoria, en réalité, reproduit les codes de la ville générique. Ça s'affirme d'abord par les rapports sociaux qui s'y déroulent. Profitant d'une société agricole très affaiblie à la sortie de la guerre, les aménageurs font miroiter l'illusion d'une nouvelle prospérité. Par cette citation assez marquante, le tourisme est une richesse qui déverse de l'or dans les poches de populations autrefois déshéritées. C'est ainsi qu'en 1962, la commune de Morzine cède 82 hectares de terrain aux promoteurs, sur une durée de 30 ans, pour 5 centimes le mètre carré. Mais en réalité, les montagnards se retrouvent au bas de la nouvelle structure économique. Ils dépendent des emplois saisonniers et ils n'ont pas leur mot à dire dans cette structure. Très vite, les skieurs s'en rendent compte. Avoria vit un peu comme une structure où se côtoient le loisir et le labeur, c'est-à-dire les vacanciers et les travailleurs, en deux castes sans réelle porosité. Dès 7 heures du soir, tous les employés descendent et c'est le seul malaise qu'on peut ressentir à Avoria, selon cette citation de 1971. Il manque les gens du pays et leurs bistrots. On aurait pu s'attendre avec ce développement à l'établissement de villes dans les Alpes, mais au lieu de cela, c'est une industrie qui est apparue, qui maintient en fait des migrations saisonnières entre les cœurs urbains et les souris. En fait, l'usage de la montagne, au lieu de se sédentariser, devient un cycle saisonnier encore plus déséquilibré, qui n'est plus agricole, mais culturel et industriel. Sous ce point de vue, Avoria apparaît comme le satellite d'une civilisation urbaine qui retire finalement du paysage que sa capacité à recevoir de la neige sur des pentes. À ce sujet, c'est important de noter que les stations françaises ex nihilo des années 60 sont issues d'une impulsion étatique. Leur construction fait partie de l'effort de reconstruction du pays, dans une forme de colonialisme intérieur qui fait que le territoire est asservi à une logique nationale et une économie mondiale. Et ça s'applique dans les Alpes en se superposant à un tissu social établi. Le retour sur investissement des constructions est impératif et urgent, car rien ne garantit la pérennité de la croissance. Ça définit l'architecture d'Avoria. Elle a été pensée pour être vendue, mais moins pour être habitée. Cette citation très parlante sur le statut de la station
apparaît lorsque la première phase de bâtiment est achevée. Et le directeur du très célèbre Festival du film fantastique d'Avoria, à ce moment-là, dit que, en réalité, tous ces événements qui avaient été mis en place, très coûteux, pour animer la station, n'avaient plus lieu d'être du moment qu'il n'y avait plus d'immobilier à vendre. Et donc, Avoria arrive aujourd'hui, sur une durée de 50 ans, à l'achèvement de son cycle. Elle est condamnée à exécuter sa seule fonction, jusqu'à sa propre obsolescence programmée, en fait. Quand on pense au péril des stations de ski, on pense souvent que la question du réchauffement climatique est la menace principale sur leur existence. La menace est réelle, mais je défends que le réchauffement climatique n'est pas le pilier principal. En vrai, je pense qu'Avoria est construit sur un ensemble de piliers et de conditions super précises qui ont été réunis à un moment, mais que ce modèle est si exigeant que le moindre glissement d'un des facteurs met en péril tout le système. C'est une jolie histoire que d'imaginer que lorsque la neige aura disparu, Avoria mourra. Dans notre récit, ça aurait été une belle fin. Pourtant, je pense que les périls qui la menacent sont bien plus imminents et bien moins romantiques. On vit aujourd'hui dans une civilisation qui vit au milieu de ses propres ruines. En réalité, dans la doctrine capitaliste, la ruine, c'est plus la chute, mais c'est un produit délibéré du système. Dans cette situation, j'imagine que l'effondrement, c'est précipiter la mort du système pour libérer le lieu des contraintes financières et productivistes. Et l'idée, c'est pas de chuter vers une nouvelle société primitive, mais d'utiliser cette infrastructure pour d'autres fins, pour faire un contre-modèle. Et l'horizon climatique incertain qui nous attend promet des changements dramatiques au-delà des Alpes, qui font que probablement dans les années à venir, le futur d'Avoria sera le moindre de nos problèmes. Mais derrière le récit de la migration climatique, on s'imagine trop souvent qu'on n'en subira que les dégâts collatéraux. Mais alors que les villes des vallées alpines sont promises déjà en 2050 à des étés à plus de 50 degrés, la réalité nous rattrape. Nous sommes les futurs réfugiés climatiques. Dans ce projet, la ruine, je ne la considère pas comme un état de fin, mais un moment de transition entre deux cycles d'occupation. C'est un intervalle qui est éphémère et qui est nécessaire. Cela m'a poussé à illustrer un scénario extrême, théorique et un peu flou dans sa forme et symbolique plutôt qu'exécutoire. C'est celle d'un hôtel bivouac pour personnes en marge, en fuite et de passage. Le projet prend en cas d'étude l'hôtel des Dromons, premier hôtel d'Avoria et emblème du patrimoine de la station. Il propose la dédensification des espaces en libérant les usages dans une structure de béton originale. C'est-à-dire que cette structure qui était composée de façon très rationnelle d'hôtels, de chambres d'hôtel très denses dans leur surface, malgré la forme originale du bâtiment, en réalité suivait des logiques de fonctionnalité assez extrêmes. Et donc, l'intervention vise à déprogrammer ces espaces. Et en fait, on va utiliser le caractère générique de ces structures pour justement lui permettre de prendre d'autres formes. Et mon intervention se place en amont même de l'architecture par l'apport d'éléments techniques génériques sans vraiment de qualité architecturale propre qui puissent soutenir une ville précaire. Les réseaux d'eau, les conduits de cheminée, le réseau d'électricité. Je crée des totems qui traversent le bâtiment le long des voiles béton. Et donc, au lieu de ces cellules d'hôtel où tout est concentré, je décompose les fonctions par objets élémentaires. Le foyer, le point d'eau, la paroi, la tente, l'éclairage. Et on crée une enfilade de pièces aux fonctions qui sont incomplètes, mais dont l'assemblage permet de recréer des semblants de typologie informelle dans la structure en béton. Cette notion d'existence minimum, une fois transposée à la montagne, révèle qu'on ne parle pas vraiment d'espace minimum, car là est la richesse un peu de ce site. L'héritage construit est vaste, mais on parle plutôt d'un minimum de choses et de ressources, des éléments réduits à leur plus simple. Et donc, on peut se poser pourquoi cette ampleur d'installation technique dans l'intervention du projet. C'est qu'en réalité, il y a une base nécessaire pour survivre dans un tel milieu. L'eau et le chauffage, leur installation prennent des ampleurs qui dépassent ce qui peut être entrepris par une personne seule, de passage.
et cette impulsion que le projet établi permet de répondre aux premiers besoins que le site n'apporte pas. Le bâtiment n'est plus chauffé, mais l'espace chauffé lui-même est réduit à un élément, celle de la tente. On établit un peu une base ouverte où chacun peut créer son prototype d'habitat, du bivouac jusqu'au petit artisanat. En réalité, c'est un projet où la structure n'est pas vivable en soi au temps zéro. On projette que les gens complètent et altèrent et aménagent un peu pour arriver un jour à quelque chose qui leur convienne, pour peut-être devenir sédentaires. En ça, c'est ni un centre d'hébergement, ni du logement, car rien ne garantit la vivabilité de l'endroit. Il n'y a pas d'encadrement à propos de l'appropriation. Il n'y a pas d'organisation préétablie. Justement parce qu'on ne sait pas encore qui va venir et surtout, on ne sait pas quel genre de structure est nécessaire pour soutenir la vie d'un groupe de personnes vivant à l'année ici. Et donc, dans cette notion de temporalité, on parle de désintensifier les usages. Donc, par récupération progressive, on va imaginer que ce bâtiment-là va vivre aux dépens de tous ceux autour qui vont être progressivement abandonnés. Et donc, il y a une forme de récupération et de désossement des autres bâtiments qui va commencer à se faire dans le but de faire survivre certains autres bâtiments et pour subvenir aux besoins de quelques personnes, là où avant, la structure faisait vivre 18 000 personnes. Et donc, au cours des années, on débarrasse un peu les autres ruines de leurs éléments périssables pour en faire des structures de béton inerte, des témoins de passage de la station de ski. Et là est le nœud difficile de mon propos. Je ne propose pas vraiment un mode de vie. Je ne m'attaque pas vraiment à la tâche d'imaginer une société idéale à Avoria. Parce que peut-être en réalité, Avoria n'a pas ce dont l'humain a besoin pour vivre sans un apport extérieur constant. Et je n'ai pas poussé l'analyse assez loin pour le savoir. Je me contente d'établir des bases qui, hypothétiquement, pourront accueillir un groupe de personnes en fuite ou de passage, qui voudront bien entreprendre de s'installer ici pour un jour, une saison ou indéfiniment. Merci. Je vais passer la parole à Kim. Merci beaucoup, Paul. Oui. On sent. Ensuite. Merci pour cette conférence et cette introduction aussi fameuse. Comme l'a présenté pour l'introduction, mon travail de master, il traite de l'architecture d'urgence au Japon, en particulier sur la temporalité des logements. Je vais sommairement revenir sur la partie théorique de mon projet de master, étant donné que c'est la genèse. La thématique de mon travail elle résulte d'une incompréhension vis-à-vis du système post-catastrophe japonais. Comme le caractérisent toutes ces images, le Japon il est particulièrement connu et admiré pour son architecture qui est souvent caractérisée d'une grande sensibilité. Il a aussi développé de nombreuses technologies qui lui valent une place importante dans le monde économique, politique et social. Et aussi, il a une histoire lourde qui est chargée avec des catastrophes qui lui valent aussi les titres d'archipel de résilience. Pourtant, on peut remarquer une perte de cette sensibilité dans les logements temporaires d'urgence. Ces images, elles ont généré en moi une incompréhension. Comment ça se fait qu'un pays si développé et autant admiré, il donne une réponse qui est autant fonctionnelle, voire quasi inhumaine lors des catastrophes, et est-ce qu'elle est réellement inhumaine? Donc, je me suis penchée sur la catastrophe qui a eu lieu le 11 mars 2011, qui avait touché le Japon, juste pour rappel, qu'on qualifie de triple catastrophe. Donc, il y a eu tout d'abord un séisme d'une magnitude de 9,1 qui a provoqué des tsunamis d'une hauteur qu'on n'avait pas pu imaginer, qui eux ont frappé la centrale nucléaire de Fukushima à Daiichi.
Et donc, ça a provoqué un bilan qui est lourd, donc de nombreux morts disparus et aussi de nombreuses pertes au niveau des infrastructures. Et par justement cette centrale nucléaire, ça a provoqué de nombreux déplacés dans les différentes régions. Il faut savoir qu'au Japon, on a un système où les gens se réfugient d'abord dans les centres d'évacuation, où ils vont chez des amis en attendant de soit pouvoir retourner dans leur logement initial, le temps que la catastrophe se passe, ou alors en attendant que la construction de logements temporaires se fasse. En général, la construction se passe un mois après la catastrophe et les personnes peuvent emménager 2 à 6 mois après. Et les personnes sont censées y habiter pour une durée de 2 ans, qui a été une durée qui est établie par le gouvernement, et pour ensuite soit retourner dans leur maison où ils ont la possibilité de reconstruire leur maison, ou alors pour ceux qui ont perdu tous leurs moyens, la direction, c'est les logements des sociaux permanents. Vous avez les 3 images. Donc, pendant mon étude, j'ai pu apercevoir 2 phases clés. Donc, la première phase, elle est caractérisée par la mise en place d'une solidarité entre et avec les victimes. Donc, c'est des personnes qui sont contentes d'aménager dans des logements temporaires. Donc, on a un principe le plus possible d'homogénéisation appliqué par le gouvernement japonais dans le but de renforcer des liens communautaires et permet d'en créer de nouveaux. Donc, on voit ici des perspectives de l'état des logements qui viennent d'être construits. Donc, c'est 4 typologies différentes. Donc, les résidents, enfin, les personnes sinistrées vont tenter alors de les adapter et les améliorer les conditions de vie et essayer de les personnaliser le mieux qu'ils peuvent. La communauté locale, elle les accueille à bras ouverts, ce qui permet aux victimes de retrouver une certaine base. Ils retrouvent pour beaucoup un sentiment d'appartenance et de sécurité à un endroit. Après, on a la deuxième phase qui est marquée par une impossibilité d'évoluer et l'exaspération de la durée de la situation. Donc, en fait, les mesures restrictives émises par le gouvernement dans la possibilité de modification de ces logements et l'état des logements ne permet pas aux sinistrés de progresser dans leur réhabilitation. Il y a une instabilité qui leur est rappelée par la situation et qui pèse sur les victimes et rappelle leurs conditions précaires. Donc, on a des conditions physiques et psychologiques qui sont graves et souvent les victimes s'isolent jusqu'à pouvoir en mourir. Donc, avec ces 4 études de cas, ça m'a montré que les conditions de vie offertes sont influencées considérablement par l'évolution des unités d'habitation de logements temporaires. Donc, elles montrent l'importance de la conception des logements temporaires, non seulement au niveau typologique, mais également au niveau urbain, et qui joue, lui, un rôle primordial dans l'évolution du corps. Il faut aussi savoir que déménager dans des lieux censés permanents, ils ne promettent pas forcément une vie meilleure. Pour certains, ça crée encore plus d'isolement, car pour ces personnes, c'est-à-dire de partir de ces logements temporaires où vous avez une certaine communauté et repartir dans un nouvel endroit où il y a des nouveaux voisins et donc il faut recréer une nouvelle communauté. Et beaucoup n'ont pas la force pour ça. Donc voici que 11 ans sont passés depuis cette catastrophe et que certains logements temporaires sont encore présents de nos jours. Nous avons encore aujourd'hui plus de 33 000 personnes qui sont encore déplacées. Et d'ailleurs, hier, le Japon il a encore subi un séisme de magnitude de 7,3 dans la région de Fukushima. Heureusement, il n'y a pas eu d'impact catastrophique comme en 2011, mais ça montre que la question de la temporalité des logements est importante et elle deviendra encore plus dans les futures années à venir avec justement ce changement climatique. Donc, je me suis posé la question si on ne devait pas considérer la situation post-catastrophe comme plutôt un processus plutôt que des phases qui sont séparées. Donc, l'idée, c'est de redonner plutôt comme des logements transitoires plutôt que d'avoir à chaque fois un élément, donc des logements temporaires et après ensuite des logements permanents pour des personnes. Donc, pour moi, l'architecture d'urgence, elle ne doit pas être considérée comme une nécessité de répondre à une demande comme un objet fini, mais il s'agit d'un processus qui doit prendre en compte le long terme
car il a un énorme impact sur la vie des gens. Donc, c'est une phase de transition qui joue un rôle considérable dans la réhabilitation d'une société qui est sinistrée. Il y a différents facteurs à prendre en compte dans la planification d'un camp à l'échelle macro et micro. Donc, il y a l'inclusion sociale, l'intégration, mais aussi il faut assurer aux personnes au bout d'un moment d'avoir une certaine autonomie, que ce soit financièrement ou physiquement. Donc, le projet que j'ai développé, il prône l'engagement d'un processus qui s'inscrit dans la longue durée et qui propose un futur souple ouvert au changement. Donc, c'est une conception qui doit permettre une évolution, que ce soit du logement ou des services ou des infrastructures, de manière incrémentale. Donc, contrairement aux plans qu'on voit ici, ça, c'est des plans, disons, typiques des logements temporaires qui ont été faits. Donc, on voit que les infrastructures, tous les espaces communautaires sont exposés à l'extérieur. Donc, pour le projet master, je suis revenue à une base fondamentale qui est le Roji. Donc, c'était un élément typique, traditionnel japonais et qui caractérisait en fait les quartiers traditionnels depuis des siècles. Et en fait, aujourd'hui, ces genres de ruelles sont souvent synonymes, disons, de lieux de rencontre informels où on a, comme on voit sur l'image, une vieille personne qui peut commencer à mettre ses objets à lui sur les rues et après avoir des enfants qui pourraient jouer au même endroit. Donc, on a vraiment un endroit où chaque génération pourrait se retrouver et vivre ensemble. Donc, vous avez à gauche ici la disposition usuelle, disons, des logements typiques temporaires. Donc, c'est des logements qui sont traversants tous. Donc, on a à chaque fois un arrière qui fait face à un front et donc l'interaction entre des lignes sont assez compliquées à chaque fois. Et donc, dans le projet de master, je propose c'est de créer le plus possible de seuils, en fait. Et aussi et donc, par l'orientation des logements, on a des entrées qui sont regroupées et on n'a pas non plus de vis-à-vis qui sont créés. Et donc, on favorise aussi une certaine extension. Donc, on a une mise en avant d'espaces résiduels qui forment le Roji. Et on peut voir qu'en fait, la distance entre chaque bâtiment permet de définir des degrés de privacité entre communs. Pour savoir, ici, on a à peu près la même surface d'exploitation, la même surface au sol. Ce qui change, en fait, c'est l'exploitation plus en hauteur des logements temporaires. Donc, quand il faut savoir au Japon, quand les personnes ont une catastrophe, ils sont en maison de vacation, pour pouvoir emménager dans les logements temporaires, il faut qu'ils se regroupent en 5 ménages pour justement essayer de maintenir une certaine communauté. Donc, je suis partie à partir de ce nombre de 5 pour créer justement une disposition. Et donc, on peut voir ici différents degrés de privacité avec des espaces communs qui sont dessinés en rose. En regroupant ces groupes de 5 avec un autre pour créer un espèce de bloc, on a ainsi la formation de nouveaux espaces de manière plus publique qui pourraient être partagés avec le camp. Et donc, au fur et à mesure, en regroupant des blocs comme ça, on arrive à un camp qui peut, lui, être modifié dans le futur en une certaine ville. Donc, vous avez ici à gauche tout d'abord le camp à l'état où il vient d'être construit. Donc, les gens viennent habiter. Et ensuite, dans la phase du milieu, donc ça peut être 4 ans après, les gens ont commencé à construire plutôt en éphémère avec les moyens qu'ils ont à bord. Pour certains, il y a la possibilité justement d'évoluer plus en hauteur, donc de faire des extensions en hauteur. Et on a en rose des possibilités d'espaces communs où les personnes pourraient se regrouper. Justement, là, on aurait par exemple peut-être une festivité qui se passe et donc on pourrait fermer une route pour que la communauté locale et la communauté sinistrée puissent se rencontrer. Et enfin, on a tout à droite,
l'évolution du camp en ville, donc il pourrait faire partie intégrante de la ville, avec donc le remplacement de certaines, peut-être une surélevation de certains logements. Et après, étant donné que peut-être certaines personnes vont partir pour fonder leur vie ailleurs, ou alors que, imaginons, toutes les personnes déplacées sont parties, la ville pourrait reprendre tous ces logements pour pouvoir les convertir en des logements permanents en, disons, colonisant certaines cellules pour en créer des logements beaucoup plus généreux. Donc, on a en coupe plus les différents détails possibles. Donc, en bleu, des extensions un peu privées. Et après, on voit à la fin un lotissement pour une maison où on aurait la possibilité d'avoir de l'artisanat même dedans. Le projet il redonne ainsi l'opportunité à l'architecte de retrouver son rôle dans l'architecture d'urgence. En intervenant, il va donner au camp une identité à travers les éléments communs, tout en répondant aux besoins des sinistrés. Ces derniers, face au RODI, ils peuvent donc s'approprier les lieux et retrouver une certaine dignité. Ainsi, par son évolution, le camp de logement temporaire, il va se fondre dans la ville dans laquelle il est construit et former un quartier en tant que partie intégrante de la ville, pouvant lui servir même une fois que les sinistrés soient partis. On oublierait ainsi l'origine dramatique de la construction de ce camp. Pour conclure, quand on parle de transition, en réalité, nos deux projets partent de constats de base qui sont très différents. Mais cette notion de transition, on y pense souvent à travers un objectif à long terme et aux étapes intermédiaires qu'il faudra réaliser pour y parvenir. Ce qu'on a voulu prendre comme point de vue ici, c'est de prendre en compte les crises qui vont nous mener à des lieux abandonnés en cours de route, des interstices et des moments d'incertitude que la transition va nécessairement causer. Et ces moments-là, en réalité, on sait qu'ils sont par nature éphémères et qu'ils sont passagers. Et donc, ce sont les moments où peut-être les prototypes, les expérimentations peuvent se mettre en place pour essayer d'avoir des sources d'espoir. Les deux projets qu'on vient de vous présenter sont des réactions à des situations de catastrophe imminente qui nous placent dans des contraintes de temps majeures. Donc, on est obligé, nous, de se placer à des différentes échelles de temps pour tendre vers un idéal qu'on n'atteindra pas au temps zéro. Nos projets ne sont pas des solutions définies selon l'architecte, mais des espaces de possibles qui sont appropriables. Il s'agit de projets dont le futur est incertain. Quand on parle, nous, de manque de durabilité ou d'éphémère, nous sommes nous-mêmes incertains, en fait, du futur de ce qu'on établit. Ce n'est pas défini parce qu'il faut compter sur l'impermanence de la situation pour que les gens puissent s'approprier ces endroits-là et permettre une pérennité transitoire. Il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir un récit qui prône la croissance permanente, étant donné que la crise pourrait devenir la nouvelle normalité. Merci. Merci beaucoup, merci Kim, merci Paul pour cette très belle et rapide présentation, très succincte, je pense très bien, très laconique et excellente illustration de vos propos. Je pense qu'il y a là de quoi discuter longuement, bien plus long. Enfin, nous n'avons que jusqu'à 19h malheureusement, mais je pense que le sujet que vous posez demande à la fois une analyse, surtout certainement une première critique de la part de Cyril Lanap, à qui je veux passer la parole, mais aussi une discussion plus large avec les participants. Donc, Cyril, je pense qu'il y a quelque chose qui te fait signe là-dedans. Non, déjà merci à Kim et à Paul de ces présentations qui effectivement soulèvent nombre de questions. Effectivement, en particulier sur le projet de Kim, alors il y avait d'ailleurs
il y a des camps à Sendai qui ont déjà un peu naturellement suivi les évolutions que vous soulignez. D'ailleurs, il y a eu un moment, je vous avouerai, je me suis demandé si c'était plus des relevés qu'un projet. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui se passent à cet endroit-là où on voit ces évolutions. Et puis, ces deux projets se nourrissent l'un l'autre. Le projet de Paul dans les Alpes, ce qu'on voit, c'est effectivement, il pose une question sur finalement les fondements de l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est dit en creux, c'est que cette architecture qui est vue comme un peu justement anti-écologique, faite à partir de systèmes qu'on considère comme complètement obsolètes, finalement semble d'une certaine manière faire ses preuves puisque elle va s'adapter. Donc là, on voit très clairement les deux options classiques, on va dire, les deux approches du développement durable possible, à savoir celle où on va inventer des bâtiments qui vont pouvoir s'adapter, évoluer, se transformer et fait à partir de matériaux finalement souvent décriés aujourd'hui, je pense en particulier au béton. Et puis de l'autre côté, quelque chose qui va se baser sur des architectures légères et adaptables. Alors, dans le projet de Kim, il y a une chose aussi qui est intéressante parce que ça renvoie aussi à une conception de l'architecture et de la ville japonaise en général. C'est-à-dire que on sait que la notion de permanence dans l'architecture japonaise, elle est justement liée à son impermanence. C'est-à-dire que vous connaissez tous l'histoire du temple d'Isée qui a 2000 ans. Mais en fait, on dit que le temple d'Isée a 2000 ans, mais en fait, le temple d'Isée, il y a deux temples d'Isée et qui sont reconstruits tous les 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on construit un temple d'Isée et qu'on va célébrer et qui va devenir le temple, tandis que dès le jour de son ouverture, on va commencer à démonter l'autre temple. Et donc, c'est une approche très différente de la permanence. Et puis, il y a aussi cette chose au Japon où, contrairement à l'Europe, une maison va se dévaluer avec le temps, c'est-à-dire que justement, on va vraiment prendre en compte le fait qu'elle est faite pour durer quelques dizaines d'années et qu'il y a un moment où, en théorie, elle ne vaudra plus rien. Que le foncier, qui est d'ailleurs aussi sur des droits un peu anglo-saxons, où on a une occupation temporaire, lui-même, il y a un rythme du foncier, un rythme du logement, mais il y a toute une approche qui n'a rien à voir avec celle qu'on a en Europe, classiquement, où finalement, en particulier en France en tout cas, on peut ne pas toucher à un bâtiment et il va prendre de la valeur malgré tout, même si du simple fait de sa localisation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à travers ces questions des migrations, des occupations temporaires, on touche à des questions qui sont celles justement du développement durable au sens long. Et c'est ça qui est intéressant dans vos deux projets, c'est que vous touchez à tous ces concepts, à ces approches qui sont différentes. Alors, j'avais renvoyé Kim et Paul un regard aussi sur un projet justement qu'on avait conçu en 2015 dans un quartier très chic de Paris, qui était un peu sur ces concepts du Roji, mais où il s'agissait de construire un bâtiment pour accueillir des personnes en grande précarité et en particulier des migrants, sur un temps qui était défini au départ.
Et là, effectivement, ça ouvrait un certain nombre de concepts parce que, par exemple, il y avait des choix qui avaient été faits. C'était la ville de Paris qui avait proposé d'accueillir des migrants à cet endroit-là. Et ils avaient identifié dans le bois de Boulogne une route qui, en gros, ne servait pas à grand-chose, si ce n'est au stationnement gratuit et longue durée de véhicules. Et donc, il y avait des immeubles, il y a des immeubles qui ont été implantés pour quelques années. Et du coup, on a dit, mais où est-ce qu'il y a le foncier n'est pas du foncier, c'est au milieu de la route. Et donc, cette route a été appropriée par la ville de Paris et on a mis les immeubles au milieu de la route. Donc, assez curieusement, c'est-à-dire que d'habitude, les immeubles sont en ligne le long des trottoirs, et bien là, les immeubles sont en ligne au milieu de la route. Et on voit que 7 ans après, ce bâtiment était censé être là que pour 3 ans. On est maintenant 7 ans après, et ces bâtiments sont toujours là, et finalement assez appréciés par tout le monde, bien sûr par leurs occupants, mais aussi par les gens qui habitent autour. Quand bien même au tout départ, ils avaient très très mal réagi. Donc, voilà un petit peu les premières choses qui me viennent quand je vois les projets de Paul et de Kim. Et alors, il pose aussi des choses sur justement des indicateurs. C'est-à-dire que on va pouvoir être amené à se poser des questions différentes sur ce qui fonde l'architecture, sur ce qui fonde ses qualités, sur ce qui fonde ce qui est donné aux gens aussi. Parce que justement, et ça on le voyait dans vos 2 travaux, on voit très bien que finalement, alors que d'habitude, ce qu'on étudie dans l'architecture, ça va être des formes, des géométries, des dessins qui renvoient à différents canons. On voit dans vos 2 projets que l'importance aussi se porte sur les questions d'appropriation, les questions d'investissement, la question des corps, tout simplement, qui s'inscrivent dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que on est loin des questions de canon, de nombre d'or. Alors, c'est vrai que Le Corbusier, à travers le modulor, essayait de relier justement ces questions de nombre d'or avec la forme des corps, mais on voyait bien que c'était quand même quelque chose d'assez abstrait, d'assez géométrique, puisqu'il définissait un homme canon, ce fameux modulor de 1,83 m, et il en déduisait un certain nombre de propriétés géométriques qui permettaient de définir ensuite une architecture. Là, ce qu'on voit très fort dans le projet de Kim et de Paul, c'est que justement, il y a une grande attention sur cette dimension haptique de l'architecture, c'est-à-dire comment on se saisit de l'espace qui nous entoure et comment finalement l'architecture va se définir à travers ses corps dans l'espace. Donc là aussi, on voit que ce sont des nouvelles notions qui nous sont données dans la qualification d'architecture et dans la production de l'architecture. Alors après, il y a néanmoins toujours une chose qui est comment le dire, un petit peu délicate à regarder de près, c'est justement celle du rôle de l'architecte. Et où est-ce qu'il va se positionner? Parce que, justement, est-ce que l'architecte est là, et ça, par contre, il y a une petite contradiction, il me semble qu'il y a une petite contradiction que je ressens en particulier dans le projet dans les Alpes, c'est-à-dire que, est-ce que il y a des choses que les gens peuvent faire eux-mêmes. Installer un lit, installer quelques meubles, aménager un coin de sommeil, aménager un certain nombre de choses. Il va pouvoir le faire lui-même. Et
en plus, ils vont toujours le faire mieux finalement que les architectes parce que justement, ils vont le faire en fonction de leur culture, de leur appréhension de l'espace, encore une fois, de la dimension de leur corps, de leur genre, de choses qu'ils ont vécues, de leur approche de la famille. Hein. Il y a des familles qui veulent un espace entièrement partagé, d'autres familles qui veulent des espaces très segmentés où chacun a sa chambre. Alors ça, il y a quand même justement une question qui se pose sur le rôle de l'architecte. C'est-à-dire que Paul Wang, d'une certaine manière, nous a démontré que les architectes d'origine avaient finalement assez bien pensé leur espace, puisque on peut espérer qu'ils s'adaptent assez facilement à des modes de vie à venir. Et là, encore une fois, le rôle de l'architecte là-dedans, c'est pas évident parce que justement, il n'est pas là pour faire ces adaptations. Et puis, il y a aussi cette question, d'ailleurs, ça renvoie aussi à sa technicité. C'est-à-dire quelles sont les choses que l'architecte sait faire que l'habitant ne saura pas faire. Et là, il y a un positionnement à prendre. Alors, Kim, elle l'a pris un petit peu justement en disant ce camp, voilà, on peut implanter les différents logements de manière différente parce que ça va permettre de générer de nouvelles choses. Et là, alors, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, et c'est qu'après, Kim dit, voilà, on fait ces implantations qui permettent de générer ces interactions entre les habitants et qui, en plus, vont permettre différentes extensions. Hein, et puis, elle en dessine un certain nombre de possibles. Et ça, c'est là qu'effectivement, c'est assez délicat parce que vous dessinez, Kim, un certain avenir qui d'ailleurs est un peu ambigu parce que vous faites une espèce de futur antérieur, hein, puisque vous remontez dans le passé et puis vous dites voilà, c'est en 2011 et puis en fait en 2015 ça devient comme ça et puis en 2020, mais on est quand même dans le passé. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant, cette espèce de rétro-futurisme, mais il y a quand même quelque chose de très délicat et il me semble en tout cas que ce qu'on lit à travers vos deux projets définit en tout cas une nouvelle manière de faire de l'architecture, c'est-à-dire que, et ça renvoie d'ailleurs peut-être à notre thème général des graines des temps de la transition, c'est-à-dire que l'architecte se retrouve à donner les bases, donner les éléments dans lesquels l'architecture va pouvoir s'épanouir, mais qu'il est surtout là pour donner, encore une fois, des bases, hein, des éléments, des petites choses, et l'architecture va se développer à travers ça. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'architecte se retrouve maintenant un petit peu comme un accompagnateur, comme quelqu'un qui donne un cadre aux choses, mais qui ne va pas les définir. Alors, on est très loin justement de questions de design extrêmement léché, où on va aller admirer comment, je ne sais pas, tel plan de cuisine est dessiné, mais on est au contraire à un endroit où on dessine des éléments de base. Hein. Et alors, juste pour illustration de ça, je voyais que Shigeru Ban est actuellement dans une ville qui s'appelle Helms, qui est en Pologne, et où il accompagne l'installation des réfugiés ukrainiens. Et alors, ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'il est arrivé et en fait, il y avait une jeune femme polonaise qui avait visiblement très bien étudié le travail de Shigeru Ban et finalement qui a fait le travail de Shigeru Ban à sa place. Il était un peu désarmé, mais elle avait retrouvé ces systèmes structurels qui permettent de mettre en place des appartements dans les grands hangars, dans un grand hangar de logistique, je ne sais pas si c'était Amazon ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Shigeru Ban revenait à sa base, hein, c'est-à-dire que malgré son Pulitzer Prize, malgré le fait que maintenant ils conçoivent des bâtiments géants, il est quand même revenu à ces éléments et il revenait avec cette jeune architecte polonaise
assez rouleau qui avait fait sa notoriété au début des années 2000. Et ces petits éléments qui font de l'architecture. Et encore une fois, donc c'est ça peut-être la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment trouver le plus petit élément qui permette de définir l'architecture, mais qui en même temps permettent l'appropriation et la mise en place de l'architecture par les habitants. Voilà. Merci Cyril. Alors je pense que c'est une bonne question. Je la résume un peu rapidement pour que Paul et Kim puissent se positionner rapidement avant d'ouvrir la discussion un peu plus généralement. Donc, quel est l'élément qui serait le plus petit dénominateur commun de l'architecture que l'architecte pourrait mettre en place pour jouer son rôle et en même temps répondre aux besoins des populations en déplacement? Quelle est, oui, disons, la plus-value d'une approche architecturale par le minimal, à votre avis? Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre complètement à la question, mais sur ce positionnement de ce que l'architecte peut faire et sa place là, dans cette question, j'aurais bien aimé, de base, en fait, ça rejoint cette remarque-là, être un médiateur, illustrer un peu un scénario où j'observe au final. Mais en réalité, ça rentre en conflit avec le milieu de mon site, de mon projet, qui est qu'il y a une technicité qui est nécessaire à vivre dans ce genre de milieu extrême. Et donc, une personne seule ne peut pas arriver à établir ce genre d'éléments qui est nécessaire à son établissement. Et donc, ça revenait un peu à l'histoire de cette existence minimum transposée à la montagne, où au final, si on reprend les idées de Hannes Meyer, par exemple, l'existence minimum, un lit, un tabouret, une chaise, des livres, un gramophone, des éléments comme ça, au final, je pensais que dans ma situation, dans mon contexte en particulier, on devait se placer encore une étape en arrière, parce que même les éléments de mobilier et d'usage, on n'arrive pas à les déterminer en tant qu'architecte au final, pour pouvoir laisser cette liberté d'usage. Et donc, on se place dans le niveau technique où, dans cette ruine, j'apporte les éléments d'eau, je projette les éléments d'électricité, les conduits de chauffage, pour que les gens puissent ensuite s'installer. Et c'était ce minimum d'intervention qui était très compliqué à gérer, parce que ça semblait d'un coup que la main de l'architecte venait installer tout un tas de choses qui permettaient la vie. Mais en réalité, je me place bien en amont de ça, parce qu'une fois intervenu, c'est vrai que la situation n'est pas pour autant celle d'une existence minimum. Ce n'est toujours pas suffisant pour vivre. Et donc, ça demande aux habitants de venir ensuite. D'un côté, c'est un peu là où mes compétences s'arrêtent, en tout cas pour ce projet-là. C'est le moment où je ne suis plus capable de définir pour les gens. C'est le niveau technique de ce qui est nécessaire pour vivre dans un milieu de montagne, de haute montagne. Non, tu veux rajouter un truc? Kim, de ton côté? Ouais. Oui, pour moi, je m'approche. Pour moi, le rôle de l'architecte, il est souvent en situation d'urgence, il est souvent, en tout cas c'est ce que j'avais remarqué, que moi je vais écrire un travail dessus. Au moment où il y a l'urgence, l'architecte il est souvent écarté à cause du moment où il faut produire, il faut donner une solution. Et donc pour moi, au moment où il y a eu les catastrophes, le rôle de l'architecte, c'était d'intervenir au moment après pour plus être à l'écoute justement des personnes qui étaient sinistrées, et donc justement par la création d'espaces communs ou à venir avec des petites interventions, même si c'était juste une tour, ça donnait une certaine identité en fait à ces personnes-là qui ont été déplacées et qui ont perdu un peu tout ce qu'il y avait autour. Et donc en retrouvant une certaine identité, donc c'est juste un petit objet, le rôle d'architecte pour moi il est là. C'est vraiment de répondre aux besoins des personnes qui n'ont plus de repères et de leur permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine dignité. Oui, je pense que oui, ça fait partie de la réponse
les deux côtés. Mais merci aussi de disons, votre position très modeste, parce qu'effectivement, vous êtes parfaitement, disons, ce n'est qu'un exercice de fin d'études, donc il faut aussi, je le dis aussi pour nos amis qui nous rejoignent aujourd'hui, évidemment, on n'est pas en train de leur montre exactement des germes des pensées de jeunes architectes. Il faut bien placer ce type de travail. Certainement, ce sont des magnifiques travaux. Tous les deux, je pense que vous avez été sélectionnés par notre comité parce que vous avez certainement, il y a une forme d'excellence dans le travail que vous avez montré du point de vue même technique, hein, et vos dessins, vos plans, vos énoncés théoriques. Mais forcément, nous sommes à un début de quelque chose. Donc, déjà, ce que vous dites, Paul, nous sommes le futur réfugié climatique. Moi, ça me frappe beaucoup que quelqu'un de ton âge arrive à, enfin, pose les choses comme ça, ce qui est probablement vrai. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui doutent de la trajectoire que prennent les choses aujourd'hui. Et dans cette phase transitionnelle qui est pour nous aussi un projet, je le répète, on a parlé souvent, pour nous la transition est un projet, ce n'est pas une chose qu'on subit, c'est un moment où on peut collectivement, individuellement jouer un rôle positif, comme vous venez de le dire tous les deux. Enfin, Kim de son côté avec le rôle de l'architecte et Paul aussi dans la partie technique. Et en écoutant aussi Cyril, je me suis posé une question un peu quand même qui va un peu… D'abord, en parenthèse, ça m'a rappelé le film, quand tu as parlé des livres, Paul, le fameux film Fahrenheit 451. Je ne sais pas si qui parmi vous l'a vu, une dystopie où les gens apprennent à lire. La seule chose qui reste, c'est à réciter les grands livres. Il faut vraiment que tout le monde regarde ce film Fahrenheit 451 qui… Et dans une forme de destruction du monde, les gens, les derniers survivants, se disent que la seule manière de survivre, c'est la culture. Donc, il faut que, et comme il n'y a plus de livres parce qu'il n'y a plus d'imprimerie, chacun d'eux est un livre. Donc, il se balade dans la forêt en récitant, pour ne pas l'oublier, pour pouvoir le transmettre au suivant, un des grands classiques de l'humanité, un grand livre littéraire, enfin, œuvre littéraire. On imagine aussi des gens dans la forêt là, de d'Avoria à se balader, à lire un de ces livres, en essayant de maintenir vivante une culture millénaire de l'humanité écrite, enfin, culture littéraire. Un magnifique film que je vous propose à tous à revoir, Fahrenheit 451, je vais vous le mettre dans le chat. Mais ça, pour le coup, ça me pose la question de la culture. Toutes les architectures, y compris les architectures des extrêmes que nous avons vus jusqu'ici, étaient des architectures qui s'adressaient à des sociétés, à des cultures, à des communautés, je dirais, qui se comprenaient. Les cas des Japonais, c'est extrême. Les gens ont exactement la même culture, boivent le thé de la même manière, ils ont la même langue. Donc, forcément, ils sont prêts à partager certaines règles de communauté qui leur permettront de vivre dans des situations extrêmes pendant quelques temps. Ne pas se taper dessus, faire silence le soir, etc. etc. La même chose probablement aujourd'hui pour les Ukrainiens qui arrivent, qui sont tous de la même culture à peu près. Donc forcément, quand ils vont se trouver dans des grandes salles, des hangars, ils vont se parler la même langue et ils auront certainement des comportements culturellement, je dirais, cohérents, pouvant s'entendre. Ce que montre Paul, c'est une histoire un peu différente. C'est ça qui me tanne un peu depuis que j'ai vu sur ton document depuis le départ. Tu parles des gens qui vont partir, qui vont arriver, qui vont rester s'ils veulent, etc. Donc, une espèce un abri pour les gens de passage des différents horizons, provenance et futur. Ce qui pose un vrai problème je dirais, sécurité. C'est-à-dire, nous sommes d'accord, comme disait Harari, le fameux Harari, que tout tient sur un récit. On est ensemble parce qu'on est d'accord sur quelque chose qu'on a
dit, qu'on a raconté. C'est nos lois, c'est nos règles, c'est nos croyances religieuses, laïques, etc. Un système d'urgence où les gens viennent de partout et partent, donc vous comprenez, donc un système disjoint, disloqué, où le bâtiment n'est que le point de passage des gens très différents, risque de ne pas pouvoir imposer, parce qu'il s'agit d'imposer vraiment dans le sens militaire du terme, une culture commune, sans quoi la cohabitation journalière, je pensais au genre, homme-femme, seul, pas seul, avec enfants, sans enfants, des enfants seuls, ne serait pas possible. On oublie que l'architecture n'est que la partie finale, le point final d'une organisation, peut-être aussi d'une coercition culturelle qui nous permet d'entrer dans une église tous, ou dans une mosquée ou dans une synagogue, et ne pas faire du bruit, par exemple, de manière quasi religieuse, sans être religieux. Qu'est-ce qui ferait donc, je demande aussi à Cyril, qui a vécu des choses incroyables, il m'a raconté à la Grande Syrte ou à la Jungle de Calais, effectivement, des mises en commun de cultures très différentes, et des personnes qui viennent avec, sous conditions extrêmement complexes et qui forcément se réinventent les règles de la société au mouvement, enfin, au jour le jour. Donc, ce qui est pour moi, enfin, le bâtiment, mais le bâtiment que tu as montré, Paul, il est terrible, il est terrifiant. C'est un bâtiment qui, non seulement il n'a aucune règle d'architecture, mais il montre qu'à ce moment-là, de la même manière qu'on décidait, comme tu dis, de faire venir les gens à la montagne parce que l'État a décidé qu'il faut que les Français fassent des vacances à la montagne, ça sera la nouvelle normalité qu'on voit aujourd'hui, encore, une normalité improbable pour l'humanité. Ce bâtiment est aussi improbable. Il est aussi improbable que la culture des loisirs qu'il abrite. Donc, il est violent. Il viole même l'idée de la coexistence au monde avec le reste de la planète. Donc, comment peut-on imaginer que les prochaines étapes de l'urgence, de l'architecture de l'urgence, pourront reconstruire ou en tout cas abriter, comme tu l'as dit quelque part, illustrer un scénario, tu l'as dit, Paul, très bien, illustrer un scénario de cohabitation pacifique, de cohabitation un minimum pacifique. Ça, c'est une question un peu ouverte, je la pose à tout le monde. Peut-être que Cyril, peut-être tu as déjà des expériences que tu pourrais nous raconter sur comment tout ça, ça se passe avec les abris d'urgence, mais peut-être que Paul et Kim ont des idées là-dessus. Et bien sûr, tout le monde, c'est une question ouverte. Qui voudrait se lancer? Sur la question de la communauté, c'est vraiment une question que je me suis beaucoup posée de voir si je crée en fait un scénario qui est basé sur des croyances communes, sur le fait que les gens viennent pour vivre au service d'une croyance, vivre parce qu'ils croient en quelque chose et qu'ils soient là regroupés un peu de façon monacale presque, dans le sens où ils seraient réunis en communauté par le fait qu'ils respectent des règles, qu'ils croient en un système de communauté qui serait dans un sens organisé. Et je n'ai jamais défini ou su définir en fait que ce que je faisais, c'était créer une communauté. C'est un groupe de personnes. Et c'est resté un groupe de personnes tout au long du projet. Et la question, c'est comment, au final, on garantit... Enfin, est-ce que c'est un squat, ce que je fais? Est-ce que c'est un squat où finalement, on accueille où tout le monde arrive et au final, est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'on peut garantir une certaine entente entre les gens? Et je pense que la réponse que je parviendrai à formuler là-dessus, c'est que on est dans un endroit qui n'est pas en fait un endroit où les gens arrivent par hasard. Les gens n'atterrissent pas ici parce qu'ils se sont perdus. Et donc, dans la formulation des gens en fuite, de passage en marge, au final,
j'imagine que ces gens-là, ils sont là pour une raison. Ils sont là parce qu'ils ont décidé de venir à cet endroit, parce qu'on n'est pas sur des chemins de migration, on n'est pas à côté de métropole et on n'est pas à côté d'endroits où on pourrait rejeter en fait les gens vers ces endroits-là, vers le site de mon projet. Donc ce ne sera jamais des personnes rejetées qui se retrouvent sans le vouloir ici, mais plutôt des gens qui font volontairement le trajet et l'expédition de venir ici. Et donc en ce sens, peut-être que c'est le début d'une croyance commune. Est-ce que c'est suffisant pour établir une communauté? C'est tout à fait vrai que c'est une organisation qui serait peut-être impossible et idéale. Ouais, d'accord. Oui, Cyril. Sur votre projet, Paul, oui, il y a une ambiguïté, c'est que effectivement, vous êtes placé à une certaine échelle, qui est celle du bâtiment, et que effectivement, on se demande quand même un petit peu pourquoi ces gens iraient là, hein, parce que la montagne, il y a des gens qui courent pour aller l'escalader, s'y promener, faire du ski, faire plein de choses. Il y a des gens qui courent pour aller élever des chèvres. Et puis, il y a plein de choses entre les deux. Et là, effectivement, ce qui est un petit peu ambigu dans votre projet, c'est qu'on se demande un peu ce qu'ils vont aller faire dans cet immeuble, quoi. Même s'il y a un réchauffement climatique, le climat en hiver n'est pas spécialement, il est globalement hostile. Il y fera moins froid qu'il ne faut pour avoir de la neige, mais il y fera froid. Et ça, c'est quand même une question que je me suis posée d'ailleurs tout de suite, hein, en voyant votre projet. Et après, et ce qui est intéressant, et c'est vrai que là, il y a quelque chose un peu en creux, hein, qui était abordé par la question de Panos à l'instant, parce que j'aime bien raconter cette histoire dans la jungle de Calais. Donc à Calais, il y avait en 2015, 2016, 2017, il y avait ce qui s'appelait la jungle de Calais, qui était un endroit qui avait pris une certaine notoriété et dans laquelle on trouvait, il y avait 17 000 personnes, 10 000 personnes, pardon. Hein, il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. Avec des grands groupes de gens qui venaient avec des cultures très différentes. Hein. Il y avait alors les deux plus gros groupes par nationalité, c'était les Afghans et puis les Soudanais. Donc des gens qui venaient de continents différents, qui avaient des couleurs de peau différentes, qui avaient par contre des religions communes. Voilà. Et puis après, il y avait plein d'autres groupes. Hein. Alors, il y avait des Kurdes, il y avait des Syriens, il y avait des Érythréens chrétiens. Et puis, il y avait aussi des Anglais qui étaient là pour aider et des Français qui étaient là pour aider. Et puis, effectivement, il y avait… et puis, tout ça, ce lieu avait un nom. Hein. C'était la jungle. Puis, il avait même une certaine notoriété. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était presque bien d'aller venir se faire voir dans la jungle. Hein. Tout le monde, Banksy est venu faire ses œuvres d'art dans la jungle. Et effectivement, il y a un récit commun qui est apparu à partir de cette notion négative, c'est-à-dire que d'un côté, tout le monde disait la jungle est terrible, mais il y avait la jungle, c'était écrit par endroits, etc., etc. Et puis, donc, c'était en même temps, quelque part, pour le gouvernement français, c'était un peu quelque chose un peu la honte, quoi. Ça montrait toute la négligence que le gouvernement avait. Et donc, à un moment, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, décide de construire un camp qui soit… il dit, on va construire un camp qui va être parfaitement aux normes. Toutes les normes françaises vont être respectées, les normes thermiques, les salles d'eau, il va faire chaud à l'intérieur, on va pouvoir se laver, il y aura de l'eau courante, de l'électricité, et puis toute une série de règles. Et puis en plus, on va bien faire attention à votre anonymat, on ne vous demandera pas vos papiers pour venir dans cet endroit.
Et en fait, il y a 12 millions d'euros qui sont investis dans ce camp. Ça en fait on a un coût de construction de 4 000 euros du mètre carré quand on le ramène au mètre carré. Donc, il coûte extrêmement cher. Et effectivement, quand le camp ouvre enfin, et à la grande surprise du gouvernement et de tous, c'est que personne ne quitte la jungle. Personne ne veut venir dans le camp. Tout le monde se sent mieux dans la jungle. Tout le monde préfère rester les pieds dans le sable. Tout le monde préfère rester dans sa cahute. Tout le monde préfère rester dans son système. Et donc ça, bien sûr, ça pose des grosses questions à l'architecture, à l'architecte aussi. C'est se dire, mais pourquoi ces gens préféraient leur inconfort à cette chose qui était une architecture très étrange. D'ailleurs, c'était bien pire que l'anti-projet que présentait Kim tout à l'heure, hein, mais c'était des cubes blancs, mais il y avait presque une image d'œuvre d'art des années 70. Ça faisait penser à des contre-utopies d'Archigram et du groupe et d'Archizoom. Mais voilà. Et effectivement, ça renvoie à cette question du récit. Hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un récit qui va avec l'architecture, effectivement, personne ne va vouloir y venir. Et même dans la précarité. Et c'est ça, encore une fois, Kim, la force de votre projet, c'est que vous lui avez donné un nom. Hein, Roji, vous nous avez expliqué ce que c'est. Et là, il y a quelque chose qui est susceptible de se passer. Hein. C'est comme d'ailleurs, parfois même, enfin, c'était dans l'ancien temps, entre guillemets, mais il est arrivé que le nom de l'architecte suffise à donner le nom à l'utopie, à la volonté d'habiter là. Hein. Je pense bien évidemment à la cité d'habitation de Le Corbusier à Marseille, où les gens sont, pour reprendre l'expression de Rem Koolhaas, c'est des prisonniers volontaires de l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui a décidé d'aller habiter dans Le Corbusier et qui savent que leur corps vont être contraints par les dessins de Le Corbusier, par les formes de Le Corbusier. Mais là, c'est un choix volontaire et c'est un des rares cas où l'architecte définit la forme de l'utopie. Mais encore une fois, vous, à chaque fois, en tant qu'architecte, en tant que jeune architecte, la question que vous allez devoir vous poser à travers tout, c'est quelle forme, quel nom je donne à mon projet. En quoi je vais le faire rêver, je vais faire rêver les gens et je vais leur donner envie d'être là. Et souvent, ce récit va bien dépasser la forme de l'architecture elle-même. Il va falloir que vous arriviez à penser plus largement. Voilà. Merci, Cyril. Je pense que ça correspond un peu aux grandes questions que posent superbement ces deux projets. Et est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou même des critiques venant de notre assemblée ce soir? Est-ce que vous voyez des choses que vous voudriez discuter? N'hésitez pas, hein, on n'est pas là pour, au contraire, hein. Ce sont des thèmes et des moments assez, je dirais, uniques. Nous sommes en train de discuter sur l'urgence en pleine guerre de l'Ukraine, je vous rappelle ça. Hein. C'est pas innocent, hein, tout ça. On ne veut pas bien sûr dire qu'on avait prévu, mais de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas très difficile de prévoir une situation d'urgence dans le monde. C'est comme l'ont dit nos deux amis, nos deux invités, c'est la nouvelle normalité. Donc, évidemment, nos disciplines sont un peu désemparées. Elles sont, je dirais même, elles arrivent à la fin comme pour faire la fête ou pas. C'est la question maintenant qu'on doit se poser et c'est notre intérêt, nous, à la Fondation, avec vous, c'est de reconstruire, de redéfinir un nouvel rôle, enfin, disons, une nouvelle position telle que les trois personnes qui ont parlé aujourd'hui, les jeunes et puis le plus expérimenté, essayent tout le jour. La question qui est posée aujourd'hui, là, je la vois aussi, c'est Roselyne Deletrange qui la pose, la question de l'élément minimum que les deux projets posent de leur manière, n'est-elle
n'est-elle pas celle d'une forme d'architecture optimum? Est-ce qu'on ne vise pas maintenant, on ne va pas dans ce sens pour l'architecture optimum? D'ailleurs, Francis Kéré, qui vient d'avoir son Pritzker, un nouveau Pritzker, je pense que c'est ce qu'il dit, Rosine, en fait. Au fond, la nouvelle normalité, c'est une minimalité au grand dent disons, du BIM, je dirais d'abord, parce qu'il ne faut pas beaucoup, il ne faut pas un BIM pour faire des choses minimales. Et donc, de toute la construction, de tout le consortium de construction derrière qui nous oblige à rajouter des couches de matériaux, des couches de complexité, des couches y compris des règles et des normes, parce que ça fait mieux payer l'architecte, en fait, en réalité. C'est au pourcentage de la construction qu'on est payé, on est d'accord, pour l'instant. Nous avons un système qui nous permet de vivre grâce à la multiplication de la plus-value, à l'augmentation de la plus-value du bâtiment à la fin, ce qui est, je dirais, même une autre forme d'immoralité, si je pense à l'immoralité de payer la Russie avec son pétrole, en payant son pétrole. On s'est fait, on crée disons nous créons notre raison d'être en multipliant les couches de complexité, les couches de luxe qui s'ajoutent au bâtiment aujourd'hui. Je dis ça parce que je rappelle quand même que nos deux amis nous parlent à partir d'un bâtiment splendide qui est celui du Rolex Sender à Lausanne. Hein. Ce n'est pas n'importe quel bâtiment au monde. Nous sommes très honorés de vous avoir avec ce fond derrière. Et pour une fois, c'est un bâtiment qui joue bien ce rôle d'abri de la connaissance, d'abri de la discussion, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'y lancer, qui aurait des réflexions? Je vois Charlotte d'Autremont qui fait partie de notre groupe de Transition Workshop, qui, je rappelle, a été lancé il y a une semaine, mais peut-être aussi d'autres. Non, je vous vois un peu. Oui. Non, je félicite Oui, effectivement Charlotte. voilà, je félicite les deux étudiants pour leur maturité, en tout cas vis-à-vis de ces questions-là. Je suis en train de rédiger une partie de mon état de l'art avec des questions de la technique dans l'architecture, donc effectivement, l'appartenance à un laboratoire numérique pose parfois des questions un peu schizophréniques, mais voilà. donc voilà, non, je suis toute en admiration par rapport aux conversations qui ont été menées jusque-là et je ne suis certainement pas la plus qualifiée pour intervenir maintenant. Merci beaucoup, Charlotte, qui nous parle depuis Liège, je rappelle. Quelqu'un d'autre qui aurait... non. Oui, moi je voudrais aussi peut-être une petite remarque, remercier déjà Kim et Paul pour leur présentation qui était très enrichissante, très intéressante de par plein de prismes. Moi je dirais que j'ai pas de réponse, mais je suis architecte et je travaille depuis 1 an et je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à le rôle de l'architecte, comment se positionner par rapport à la fois notre croissance qui va en augmentant de plus en plus vite avec le BIM, tout ce qui est fichiers partagés, connaître de plus en plus de logiciels, de plus en plus vite. Et à côté de ça, quand on lit des livres de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse, sur comment revenir à l'essentiel, est-ce qu'il y aurait... j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette génération de l'entre-deux, entre le fait de devoir accélérer et de connaître de plus en plus de choses et cette volonté qu'on a tous en nous, je pense, de ralentir et de prendre le temps juste de réfléchir à notre place, quelle est notre place en tant qu'architecte et comment on peut se positionner pour avoir ce rôle qui a l'air d'être très complexe. Voilà, donc c'est juste une part de réflexion. Je ne sais pas si ça voilà.
On ne peut que la partager, Alexandra. Voilà. En effet, on est assez, on est assez désemparés, disons, déboussolés, et surtout quand on voit ce que Paul est. Si on prend en sérieux ce que Paul dit, je répète que nous sommes les futurs réfugiés climatiques, et pour quelqu'un qui vient d'une culture comme moi de la permanence et de la pierre et du marbre, qui survit dans le siècle, qui pratiquement a marqué toute la pensée occidentale depuis son existence. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est l'Occident, je rappelle, c'est l'Occident qui est attaqué aujourd'hui, hein, entre guillemets. Et donc, une des valeurs de l'Occident, c'est la permanence. C'est le dur. Et c'est aussi disons, de vie de permanence, des projections permanentes, de la projection solide. Alors que justement, peut-être que parce que nos deux amis viennent aussi des cultures beaucoup plus proches d'une certaine, d'autres manières de penser, comme Cyril l'a rappelé, hein, le temple d'Isée qui est régulièrement reconstruite, le fait de l'impermanence, de la temporalité, ou plutôt du temporel, et certainement une certainement une des valeurs qui ne peut qu'éminer, qui ne pourrait qu'éminer cette je dirais, cette adoration de la permanence que nous avons construite à l'Occident, y compris pour les valeurs foncières, comme l'a dit Cyril notamment. Effectivement, c'est qu'à l'Occident, que sans rien faire, la pierre prend de la valeur, construisant aussi une plus-value qui participe aussi à une capitalisation de notre monde permanente. Nous avons inventé des valeurs qui capitalisent notre existence. C'est quand même, on est malin. Et ils ont raison, ceux qui ne se sentent pas dans l'Occident, de se poser des questions sur le fondement de cette culture. Et je l'ai dit en connaissance de cause. Je pense que nous sommes, je fais partie de ces, mes ancêtres ont pu lancer cette spirale. Mais peut-être qu'il y a justement, nous sommes friands d'idées qui pourraient nous permettre d'imaginer que la vie sur Terre serait plus légère pour la Terre, et que les humains seraient en position d'imaginer une nouvelle coexistence avec le vivant, tel que vous le proposez, qui est exactement le contraire d'une lourdeur, le contraire d'une imposition, avec tout le plus et le moins qu'on peut imaginer pour le futur. Mais ça, ça signifie une autre architecture, un autre récit, comme l'a dit Cyril. Un autre récit pour l'humanité, un autre récit pour le monde que nous espérons construire, parce que, je rappelle, c'est un projet, ce n'est pas par hasard, tout ça. S'il y a quelque chose que l'humanité, indépendamment de si c'est l'Ouest ou l'Est, l'Occident ou l'Orient, partage, c'est la logique du projet. C'est la logique, c'est-à-dire de la mise en place d'idées dans le temps pour transformer quelque chose. Et ça s'est passé en Chine, ça s'est passé en Grèce, ça s'est passé en Rome et à l'Occident, et ça se passe toujours. Donc, c'est peut-être ces petits dénominateurs communs, plus petits dénominateurs communs, qui pourraient être aussi à la base de futures coexistences. Mais ça, c'est bien sûr à voir. Voilà, je me permets ici de clore cette très belle séance, cette belle soirée. C'est très intéressant. Je vous remercie vraiment, Kim et Paul, d'une part, mais aussi Cyril, qui a pris le temps à partager avec nous ses idées, ses expériences. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation.